Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, à quoi ressemble le quotidien justement d'un collège côté enseignant? Pour le savoir, la journaliste Anna Benjamin s'est immergée dans 2 collèges et elle en a tiré un livre qui ressemble à l'école. Il est souvent sérieux, parfois désabusé, à l'occasion drôle, mais jamais désespéré ni désespérant. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Maguesselles. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire un petit peu anticipé de 24 heures, mais vous nous pardonnerez. Et programme d'histoire, c'est un 29 avril que l'on vote pour les municipales en cette année 1945, date historique car pour la première fois en France, les femmes votent. L'heure de la récré, toujours avec Emma et cette invention tendresse qui nous vient de Chine, je vous en dis pas plus. Rendez-vous enfin avec Célie Luton, aujourd'hui sur les rayons de sa librairie, des classiques adaptés. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est un truc qu'on m'a donné quand j'ai donné à mon tour, quand je suis devenu journaliste éducation, c'est quand vous commencez à fatiguer de l'actualité institutionnelle, quand vous avez l'impression que les débats tournent en rond, quand vous sentez que l'idéologie emporte tout, eh bien allez passer 2 jours dans un établissement, ça vous redonnera le moral. Alors je ne sais pas si la journaliste Anna Benjamin n'avait pas le moral, mais elle a fait 1000 fois mieux, 1 an quasiment d'immersion dans 2 collèges, et ça donne un livre extrêmement précieux sur la réalité de l'école aujourd'hui. Son titre Prof, tout simplement, il vient de sortir aux éditions Goutte d'Or et on est ravis de vous accueillir Anna, bonjour. Bonjour. Vous avez couvert les questions de l'éducation pour l'Express pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne soupçonniez pas en passant de l'autre côté du miroir? Alors j'ai découvert plein de choses. J'ai eu l'impression en fait de savoir beaucoup de choses, mais de les redécouvrir. Tout simplement en expérimentant le métier de professeur. Et alors, je crois vraiment, les 2 choses vraiment qui m'ont marqué, c'est à la fois l'attachement vraiment aux élèves. Je pense que tant qu'on n'a pas été prof, je pense que voilà, cet attachement, c'est difficile à comprendre, voilà, comment on tisse la confiance. Et puis tout le travail invisible que font les professeurs, en fait. Ouais. Voilà, parce que être professeur, c'est pas que faire, en l'occurrence, 18 heures de cours. C'est préparer ses cours. Moi, je mettais à peu près 4 heures pour 1 heure de cours, corriger des copies, appeler les parents, les recevoir, monter des dossiers, enfin voilà. Et tout ça est assez éreintant, vous parlez quand même pas mal de la fatigue dans le bouquin. Ce qui frappe le plus en vous lisant, alors au début, c'est vraiment le côté plongez dans le grand bain et débrouillez-vous. Vous êtes devenu prof d'histoire géo en 3 minutes, 30 en fait. Alors en 30 minutes, ouais. Donc moi j'avais une licence d'histoire qui avait 15 ans à peu près, et donc j'ai passé un entretien, je suis devenue contractuelle, alors il faut le préciser, je suis passée par le statut de contractuelle, j'ai passé un entretien de 30 minutes. Et 3 jours après, sans formation, je me suis retrouvée avec 6 classes. Voilà. Ouais. Dans un collège qui heureusement était, je ne sais pas comment on peut le qualifier, un peu plus tranquille. Voilà. Il disait tranquille. Il disait tranquille, oui. Voilà. C'est le souvenir que j'en ai conservé. Alors, ce qui est compensé, il y a plongé dans le grand bain. Ouais. Et ça, je ne sais pas si vous le découvrez à ce moment-là, mais c'est quand même compensé par une solidarité assez formidable entre collègues. Alors, pas tous, mais une majorité. Une écrasante majorité. Voilà. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne m'a pas formée, notamment à la pédagogie. Et tout au long des 6 mois de cette immersion, en fait, je vais rencontrer pratiquement tous mes collègues d'histoire géo qui vont m'aider. Ça va ils m'invitent à aller voir faire un cours, beaucoup me donnent leurs cours, il y en a qui m'aident à comprendre certaines copies, quand j'ai des problèmes de gestion de classe, c'est pareil, ils me donnent des tuyaux. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, sans cette solidarité-là, je pense que j'aurais pas été la même prof. Ouais. Oui, puis en plus, on sent qu'ils le font par solidarité avec moi, mais aussi pour les élèves. Je pense que ça, c'était aussi important de le dire. On a parfois l'impression que la différence entre vous et celles et ceux qui ont suivi la formation de l'INSPE, elle n'est pas si énorme que ça, que finalement, quand ils arrivent, certains le disent, ça ne m'a pas franchement aidé, dit l'un d'entre eux. Des profs agrégés qui travaillaient à Neuilly nous expliquaient la différence entre évaluation sommative et évaluation normative. Alors moi-même, je ne savais pas ce que c'était quand ils me racontent ça. En fait, comme je dis à la fin du livre, il faut 5 ans pour être c'est un prof qui me dit il faut 5 ans pour devenir un bon professeur. Et voilà, je dis, moi, je l'ai été que 6 mois. Et c'est vrai que dans le 2e collège où je vais être affectée, donc il y a un collège d'éducation, plus d'éducation prioritaire. Effectivement, on le sait, il y a beaucoup de jeunes profs, c'est leur premier poste. Et en fait, ils apprennent un peu sur le tas, quoi. Et ils apprennent en faisant, en voyant faire les collègues.
Justement, voyons faire les collègues, parce qu'on dit souvent qu'on imite beaucoup les enseignants qu'on a eus. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on vous lit, on découvre qu'il n'y a plus de cours, enfin on redécouvre, mais bref, qu'il n'y a plus de cours magistral, en tout cas pas ceux que vous aviez connus quand vous étiez adolescente. Place aux activités, aux travaux en groupe. Vous n'aviez pas beaucoup de repères sur comment on conduit un cours en 2022? Alors, quand on devient prof, on a les programmes sur le site EduScol, qui sont les écueils à éviter, les sujets à aborder, et après on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut, en suivant le programme, bien évidemment. Et donc là, je vais à la fois, des collègues vont me donner des cours, des amis d'amis vont me donner des cours, et puis après moi je vais adapter en utilisant le manuel, je vais construire des activités, et puis le plus dur pour moi au départ, c'est de comprendre ce qui marche pas en fait. Voilà, donc il faut tester. Faut tester. Il faut voir. Et le pire, c'est que ça peut marcher une fois et pas la fois d'avant, d'après, avec le la même classe, cours, avec une autre classe. Ouais, ça. Voilà, oui, tout à fait. Ceux qui sortent, tout le monde s'en sort très bien dans le bouquin, je dois dire, les collègues sympas, les chefs d'établissement, enfin tout va bien. Il y a quand même une catégorie qui s'en sort un peu moins bien, c'est les inspecteurs. On a l'impression qu'ils annonnent un espèce de discours complètement hors sol. Alors, j'en rencontre plusieurs. Vous rencontrez, ouais. Voilà, j'en rencontre plusieurs. Alors, j'en rencontre par visio. Ça va être une réunion d'information un peu étrange où on est 160 contractuels connectés. Et puis là, on nous tient effectivement un discours un peu... je dirais pas hors sol, mais en même temps, c'est ce que je dis, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une réunion avec 120 personnes connectées par visioconférence on peut attendre pendant qu'elle soit 2 bien heures. organisée et qu'on vous dise des trucs sensés quand même, non? Voilà. Mais en termes de concret... Je pense que beaucoup de contractuels attendaient du concret et c'est pas forcément ce qu'on a eu. Après, l'autre inspectrice que j'ai rencontrée en histoire géo, elle, pour le coup, était beaucoup plus concrète parce qu'elle-même avait été prof d'histoire géo. Et elles étaient de bons conseils, vous avez raison. Quelle réalité humaine se cache derrière la crise de recrutement? Dans quelles conditions accompagne-t-on 4, 5, 6 classes du lundi au vendredi? Si disposer de 2 mois de vacances estivales était un si grand privilège, pourquoi la vocation pour ce métier s'essouffle-t-elle autant? À quoi ressemble le quotidien des jeunes profs aujourd'hui? Pour le comprendre, j'ai décidé de le devenir. C'est un extrait de l'introduction de Prof, le livre d'Anna Benjamin, que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il n'y a pas de quotidienne ce week-end, mais vous ne pouviez pas rater une date importante. C'est demain, le 29 avril. Alors on triche un peu sur les anniversaires. 29 avril 1945, c'est votre cours d'histoire à vous. Ça va de faire les journalistes des cours d'histoire en fait? C'est ça. Okay. Je vous laisse entre vous. C'est le 29 avril 1945 que les femmes ont voté pour la première fois aux élections municipales de l'époque. Et évidemment, c'est dans les programmes scolaires. Et oui, parce que l'accès au vote des femmes a été un long combat. Un an plus tôt, en 1944, c'est le général de Gaulle qui leur accordait ce droit. D'ailleurs, les Françaises sont parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Les Finlandaises ont pu voter dès 1906, suivies des Norvégiennes en 1913, des Allemandes en 18 et des Espagnols en 1931. Et hors d'Europe, c'est en Nouvelle-Zélande que les femmes ont obtenu le droit de vote en premier. C'était en 1893, suivi de l'Australie en 1902. Droit de vote obtenu tardivement en France, mais elles se battent depuis très longtemps, près d'un siècle, pour leurs droits. Mais oui, globalement, depuis la Révolution française, la voix des femmes s'est faite de plus en plus entendre. La société française connaît de profondes transformations politiques et sociales dont les femmes sont totalement exclues. C'est la naissance du féminisme qui s'organise autour de l'idée que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Si bien que les programmes d'histoire y consacrent tout un chapitre consacré à la place des femmes dans la société au XIXe siècle. Et un chapitre qui permet de comprendre pourquoi les femmes partent au combat pour leurs droits. Et on revient de loin, parce qu'au XIXe siècle, si l'éducation des jeunes filles est un enjeu majeur, c'est pas pour qu'elles deviennent médecins ou ingénieurs, c'est pour qu'elles apprennent dès le plus jeune âge qu'elles doivent devenir des épouses et des mères idéales. Leur rôle est bien sûr prédéfini dans la société. Et alors que certaines lois semblent leur donner un peu plus de liberté, comme l'instauration du mariage civil et du divorce, eh bien le code civil instauré par Napoléon en 1804 fait perdre tous ses droits à la femme mariée qui reste soumise à l'autorité de son mari. Pourtant, il y avait eu Les Mariés de l'an 2, il y a un joli film là-dessus. Des avancées tout de même pour elle en 1882, lorsque les lois Ferry leur permettent d'aller à l'école. Elle est même obligatoire à l'école, mais toujours pas de droit de vote. Alors que les hommes, eux, votent au suffrage universel depuis 1848. Et alors, peu à peu, les femmes s'organisent pour pouvoir obtenir le droit de vote, elles aussi. 2 femmes symbolisent cette lutte. Il y a Louise Michel et puis il y a Hubertine Auclair qui prononce ce discours lors du Congrès international des femmes de 1878. Texte que les élèves étudient en cours. Je l'ai lu dans les manuels. Et Anna Benjamin va nous le réciter par cœur. Mesdames, il faut bien le dire, l'arme du vote sera pour nous ce qu'elle est pour l'homme, le seul moyen d'obtenir des réformes que nous désirons. Pendant
pendant que nous serons exclus de la vie civique, les hommes songeront à leur intérêt plutôt qu'au nôtre. Nous sommes 9 millions de femmes majeures qui formons une nation d'esclaves dans une nation d'hommes libres. Ces femmes font face à une importante résistance des hommes et le combat continue. Et au début du XXe siècle, les Françaises s'inspirent des suffragettes britanniques qui organisent de nombreux rassemblements pour obtenir le droit de vote. Je crois qu'on n'a plus trop le droit de dire suffragettes de nos jours d'ailleurs. Ah oui, c'est un peu dévalorisant. Mais bon en tout cas, des militantes... Des militantes pour le droit de vote. Absolument. Donc en 1909 est créée quand même l'Union française pour le suffrage des femmes. Et en 1914, le jour des élections législatives, le quotidien Le Journal organise une consultation en faveur du droit de vote des femmes. Plus de 500 000 suffrages le soutiennent. Les femmes manifestent et les projets de loi se succèdent, mais à chaque fois, ils sont bloqués au Sénat. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les choses changent. En 1944, quand la guerre est sur le point de se terminer, le général de Gaulle signe une ordonnance en exposant des actions qu'il souhaite mettre en place dès la fin de la guerre. Le vote des femmes en fait partie. C'est même impensable pour lui de ne pas leur accorder, tant elles se sont mobilisées, ne serait-ce que dans la résistance, lors de l'effort de guerre, tout comme elles avaient participé à celui de la Première Guerre mondiale. Et c'est donc comme cela qu'elles obtiennent le droit de vote en 1944. Mais évidemment, le combat pour les droits est loin de s'arrêter là, et la deuxième moitié du XXe siècle le montre bien. Un combat qui reste d'ailleurs tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Oui. À tout de suite. Grand oral, Anna Benjamin. 3 jours après un entretien d'une trentaine de minutes, sans aucune formation, je fais partie des 859 000 profs de l'éducation nationale. Et oui, ça s'est passé comme ça pour Anna Benjamin, journaliste en immersion dans 2 collèges. Elle raconte cette aventure, car c'était une aventure quand même, dans le livre Prof qu'elle publie aux éditions Goutte d'Or. Votre viatique, en arrivant au... Alors, il y a, dans les collèges, vous ne dites pas exactement ce que c'est. Il y a le navire et le paquebot, de même que les classes, vous avez anonymé. Alors, elles ont toutes des noms assez rigolos d'ailleurs. La 6e intense, je sais pas, bref. Ardent, la 6e plage, la 4e ardente. Ouais. Pour les vieux comme moi, on dirait la carte de Haut Poivrier il y a quelques années, trajectoire givrée et autres. Mais bon, ça les caractérise bien. Et votre viatique, c'est une collègue qui vous dit on va te demander d'être prof, psychologue, assistant social et flic, d'analyser les situations le plus rapidement possible, d'y apporter les réponses les plus adaptées et de déceler quand un élève est en difficulté. Voilà. Et ce jour-là, effectivement, alors ça se passe 3 jours après mon arrivée, donc dans le 2e collège. Et c'est vrai que, en fait, c'est tellement bien dit. Bien évidemment, le travail de prof et d'enseignant, c'est le cœur du métier. On est là pour ça, pour enseigner, pour faire progresser les élèves. Leur raconter le droit de vote des femmes, comme vient de le faire Emma. Exactement. Enfin, c'est vraiment le cœur du métier. Mais il y a toute une partie, en fait, je pense que là, l'intérêt aussi du livre, c'est de montrer ça, qui est à la fois psychologue, parce que il faut pouvoir déceler quand un élève n'est pas bien, prendre le temps de lui parler. Ça peut être une demi-heure entre 2 cours. Assistante sociale, parce que pareil, quand un élève est en difficulté à la maison, qu'il y a des problèmes, un prof me dit ça, que à chaque fois qu'on voit qu'il y a un élève qui a des problèmes à l'école, souvent on se rend compte qu'il y a des problèmes à la maison. Et puis, alors flic, c'est pas, faut pas le voir de manière péjorative, mais effectivement, oui, remplir des la discipline quand même. On remplit des rapports. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de remplir des rapports. J'ai donné très peu d'heures de colle, mais voilà, ça fait partie du boulot. Parce qu'avant d'enseigner, il faut pouvoir enseigner. Vous dites que le premier défi, c'est d'instaurer un climat, ce qu'on appelle le climat, qui va le permettre. Ouais, tout à fait. C'est la gestion de classe au départ pour beaucoup de jeunes profs et pour moi qui a été compliqué, parce qu'en fait, surtout pour les contractuels, on débarque un peu là comme ça. Les élèves ne nous connaissent pas, nous on les connaît pas. Faut arriver à tisser une relation de confiance en fait le plus vite possible. Le plus vite possible. Et en même temps, moi j'arrive et je sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui va fonctionner avec cette classe, ce qui ne va pas fonctionner. Et en fait, la gestion de classe, elle se fait quand on a quelques bases de pédagogie. Vous enseignez... Voilà. C'est la pédagogie qui va amener à l'apaisement des cours. Et au climat scolaire et aux cours, tout simplement. Dans les sujets sensibles, et vous étiez professeur d'histoire-géographie, sans surprise, il y a la laïcité. Est-ce que c'était très différent de ce par rapport à quoi vous attendiez ? Parce que vous avez parlé de Samuel Paty, vous avez parlé de Charlie, etc. Charlie, qui d'ailleurs, pour vos élèves, ils avaient 5 ans. Pour le coup, on arrive sur des générations qui n'en ont pas entendu parler. Voilà, ou très peu. Mais alors ça, c'était les cours donc, sur la liberté d'expression. Et oui, moi, ça m'intéressait en plus d'aborder ces questions-là, qui sont au programme de 4e. Et donc, je l'ai fait. J'ai essayé de le faire pareil, avec des conseils des collègues. Le but, c'était de le faire bien.
Et vous vous attendiez à ce que ce soit différent de ce à quoi ça a été? Parce que vous avez rencontré finalement une palette de réactions chez les élèves, un spectre extrêmement large. Alors, le Samuel Paty, donc, j'enseigne 1 an après son assassinat. Et donc, l'Éducation nationale nous demande de commémorer cet assassinat. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'il faut que je fasse. On a quelques petites indications, mais pareil, il y a cette liberté pédagogique qui fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, j'organise avec le prof de techno un débat avec une 5e qu'on a en commun. Et là, on discute, c'est beaucoup les élèves qui parlent, en fait, qui racontent ce qui s'est passé. On les écoute beaucoup. Et puis, il y a cet élève qui me dit mais madame, vous n'avez pas peur d'être prof maintenant? Et c'est vrai que c'est très saisissant. C'est saisissant, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que je me suis dit, ils sont en 5e et ils ont peut-être déjà saisi en fait ce qui se jouait. Liberté pédagogique, vous y insistez beaucoup. Vous venez de la rappeler. Ça veut dire qu'il y a les programmes et que vous faites comme vous voulez dans la classe. Mais il y a aussi une grande solitude pédagogique. C'est ça, c'est-à-dire que à la fois, moi j'ai trouvé ça génial d'être un peu maître, chef d'orchestre dans sa classe, et à la fois, si on n'a pas des collègues pour nous épauler, surtout quand on est contractuel et qu'on débarque comme ça, effectivement, j'ai eu aucun tuteur. J'ai pas eu de formation, donc personne n'est venu. Alors j'imagine que si quelque chose s'était très mal passé, il y aurait eu quelque chose, mais en tout cas, mais je ne sais pas. Ouais. L'un de vos collègues vous dit, parce que vous l'avez dit, c'est un métier très envahissant, il faut savoir mettre les choses à distance, sinon tu te fais bouffer, d'autant que toi tu bosses et que l'Éducation nationale s'en fout. Oui, je pense que j'ai beaucoup ressenti ça chez des collègues, un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance de l'institution. Vous voyez, pas de la principale, tout ça, mais vraiment de l'institution. Je pense que c'est plein de choses. Je pense que quand on est prof, comme je disais tout à l'heure, on est tellement attaché à ses élèves. J'ai cette prof qui dit c'est pour eux qu'on reste. Et en même temps, du coup, ils sont peut-être parfois prêts à travailler dans des conditions de travail, de rémunération qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Et puis de temps en temps, ça ressort aussi. Et ça crée une forme de mal-être, je pense. Pour tout avouer, j'ai souvent oublié que j'étais journaliste en immersion. Le métier m'a littéralement aspiré. Écrit Anna Benjamin dans Prof. On vous retrouve si vous voulez bien juste après la règle. Nous on fait des récrés. Ici, on a besoin des récrés. Pour les récrés, c'est Emma, la récré. J'avais oublié, en plus. Emma, rebonjour. Bonjour Emmanuel. Et dans l'heure de la récré, vous allez donc nous parler d'une invention tout à fait étonnante qui permet de faire des bisous à distance. Je savais que ça allait vous plaire. J'adore. Mais oui, vous savez, on a tous dit à son amoureux ou à son amoureuse à qui on parlait par texto qu'on rêvait. Alors moi, je ne disais rien à mes amoureuses par texto bisou. Parce qu'on n'avait pas de téléphone. Ah oui, moi si. On rêvait de lui faire un petit boomer. bisou. Ok, boomer. Ok. Donc voilà, le petit bisou à distance qu'on ne peut pas faire, et bien désormais, ça va être possible, puisqu'une entreprise chinoise vient de créer une machine qui s'appelle Moi, comme genre le bruit d'un bisou. Ouais. Et ça fonctionne comment? Alors en fait, c'est là que c'est un peu quand même particulier. On fixe de fausses lèvres, en silicone sur son téléphone, et en fait en les embrassant, ces lèvres reproduisent les mouvements des lèvres d'une autre personne en train de faire la même chose de son côté. Alors, on se dit que comme ça, voilà, moi perso ça me paraît un petit peu glauque, mais le fondateur de ce concept explique qu'en fait pendant le confinement il a été séparé de sa petite amie et donc il a eu l'idée de créer cet appareil. Alors c'est vrai qu'en Chine, avec la politique du zéro Covid pour tenter de contenir l'épidémie, les confinements ont été parfois très longs et très stricts, et certains membres d'une même famille ont parfois dû attendre des mois pour pouvoir se revoir. Et donc ça y est, c'est commercialisé? Alors oui, l'appareil est commercialisé en Chine. Son prix 35 €. Le fondateur dit en avoir vendu déjà plus de 3000 et il a déjà 20 000 commandes. Alors pour le moment, je ne l'ai pas trouvé sur le marché français. Je voulais tester. Vous êtes la première. Si le truc arrive, fait un carton, vous voulez qu'on puisse dire, c'est Emma Guessel qui en a parlé en premier, c'était sur School TV. C'était sur School TV. Génial, c'était la récré. Merci beaucoup. Grand oral. C'est une collègue d'Anna Benjamin qui parle. Il faut accepter le sentiment d'impuissance parce qu'on essaye d'aider les gamins au mieux, mais on ne peut pas faire de miracle. Il faut rester humble, se dire qu'on a semé des graines pour plus tard. Ce qui est frustrant, c'est quand on ne voit pas les pousses. Voilà, c'est une phrase que j'ai trouvée assez belle dans le bouquin. Il y en a d'autres. Oui, c'est très beau, et je trouve qu'en plus ça correspond vraiment au statut de contractuel que j'ai pu moi. Parce qu'en fait on s'attache et puis après on n'a plus de nouvelles et on passe à d'autres. Vous avez enseigné dans 2 collèges très différents. L'éducation, à vous lire, elle est tout sauf nationale. Il y a 2 mondes.
Oui, alors le premier collège, donc je suis restée 1 mois, un collège plutôt favorisé, et le deuxième collège, donc 5 mois, donc un collège d'éducation prioritaire. Ouais. Et de jeunesse dont vous vous dites, après cette expérience, j'allais dire à la fois comme ancienne enseignante et comme journaliste, dont vous dites elles peuvent se rencontrer à un moment donné ou... Il faut. Il faut qu'elles se rencontrent en tout cas, mais oui, de jeunesse différentes parce que pas les mêmes parents, des parents qui n'ont pas le même rapport à l'école. Dans le deuxième, quelque chose que je trouve très beau dans le deuxième collège, c'est cette prof qui me dit mais moi je dis toujours aux parents, vous n'avez pas besoin de comprendre, parce que beaucoup de parents ne parlaient pas forcément très bien français. Elle dit aux parents, vous n'avez pas besoin de comprendre, votre enfant, il sait, lui, il a juste besoin de son temps d'attention. Et en fait, elle me raconte qu'il y a des mamans qui prennent les agendas et qui font semblant de savoir lire. Et l'enfant, il a juste besoin de son temps d'attention. En fait. Donc voilà, et puis bien évidemment, il y a dans le premier collège, par contre, je vais avoir des parents beaucoup plus ah oui, il y a la maman qui est déçue parce que angoissée. Le 15, c'est quand même nul, d'habitude elle a 18. Voilà. Ouais, ça vous l'avez vu. Mais vous réussissez à la calmer, je me souviens, à la fin de l'entretien. Oui, j'essaye de défendre sa fille. Finalement, ça devrait aller. Livre très factuel, on est vraiment du côté du récit. Mais si vous deviez dégager les 3 facteurs qui expliquent la crise d'attractivité du métier d'enseignant, qu'est-ce qu'on mettrait? Alors, vous venez de parler de la conciliation, c'est quelque chose d'à la fois flou et qui peut être très précis. Le salaire, quand même. Oui, je pense que la rémunération... C'est un vrai truc aujourd'hui. La perte d'attractivité, elle se voit notamment à la rentrée 2022. Il manquait 4000 postes de professeurs restés vacants. Voilà. Là, il y a 2 fois moins de personnes qui passent les concours d'enseignants. Donc, il y a une vraie perte d'attractivité. Parce que vous rappelez les chiffres. Au début des années 80, un prof débutant, c'est 2,3 fois le SMIC. Ouais. Aujourd'hui, c'est 1,2. Enfin, c'est juste au-dessus. C'est 1 800 euros. Ouais, voilà. C'est à peu près 1 800 euros. Donc, je pense qu'il y a une question salariale. Est-ce qu'il y a une question de temps de travail? Parce non, que vous le dites, c'est quand même hyper envahissant. Alors, c'est très envahissant. Il y a une question peut-être, je pense, de conditions de travail, notamment sur les mutations. Les mutations sont devenues très très compliquées dans certaines régions. J'ai un prof qui n'arrive pas à muter en Bretagne depuis 4 ans, donc en fait il est loin de sa famille. Ça ne donne pas très envie au départ. Il y a cette collègue qui fait 4 heures de trajet aller-retour pour venir travailler, qui ne sait pas où elle va être nommée le mois prochain, donc en fait elle ne déménage pas. Et puis je pense qu'il y a aussi les conditions de travail à l'intérieur des classes. Ça je me suis rendu compte aussi grâce à cette immersion, que le nombre d'élèves par classe, c'est fondamental en fait. On ne fait pas cours de la même manière à une classe de 20 élèves et une classe de 28. En fait, ça paraît pas grand-chose. Mais une classe de 21 et une classe de 20. De 20 et de 21 ? Ouais. Oui, c'est déjà... 20, c'est mieux que 21, mais c'est pareil, non? Oui, là, c'est pareil. Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, il y avait eu des études. Thomas Piketty avait sorti une enquête pour dire si on passe, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était de l'ordre de 23,5 à 22,8, ça va tout changer. En fait, pédagogiquement, ça ne joue pas comme ça. Peut-être, mais en tout cas, là, moi, j'avais des classes de 28. Hein. Ouais. Et alors, en éducation prioritaire, ils sont 2 ou 3 de moins. Mais en fait, il y a tellement plus en fait, d'élèves en difficulté parce qu'il faut comprendre ce que les activités, c'est quoi? C'est des exercices. On dit activité, mais c'est des exercices. Et donc, ils sont censés les faire en autonomie. Puisque moi, je ne peux pas me multiplier, je ne peux pas être 25 personnes. Oh. Sauf que quand on s'occupe, comme je raconte dans le livre, quand on s'occupe d'un élève, en fait, c'est autant de temps qu'on ne s'occupe pas des 25 autres, qui sont donc en autonomie et donc potentiellement dans le brouillard. Oh. Et en même temps, vous avez des élèves, et ça a été très compliqué pour moi à gérer, c'est les différences de niveau en fait dans les classes. Faut à la fois faire avancer la classe avec des élèves qui sont très très bons et qui ne doivent pas s'ennuyer, et en même temps des élèves qui ont des difficultés. Anna, avant de pousser la porte de la librairie de Célie Luton, si vous deviez à l'inverse faire l'article pour attirer des enseignants, vous leur direz qu'est-ce qui a été génial? Les élèves. Ah, les élèves. L'autonomie de travail, non? À un moment, vous dites de ne pas avoir de chef, c'est quand même cool. Ouais. Moi, j'en avais une quand même, hein, mais elle était très mais elle n'était pas pareille. Oui, l'autonomie, et puis il faut avoir un peu le goût de l'aventure, et puis on rigole beaucoup. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri. En fait, chaque journée ne se ressemble pas, et c'est ça qui est peut-être parfois fatigant. Et sympa. Mais voilà, dans une journée, on peut passer de la joie, la colère, le découragement, la frustration, parce que c'est une palette d'émotions. Je pense qu'il faut s'y former. C'est-à-dire que moi, j'aurais été mieux formée au départ. Peut-être que ça aurait été moins compliqué. Mais voilà, à la fin du livre, vous dites finalement, je crois bien être devenue prof. Pas envie d'y retourner?
J'ai adoré enseigner, vraiment. Après, une fois que j'ai terminé ce livre, je me suis dit que j'étais quand même journaliste. Et puis, ce qui est compliqué dans le métier, ce que je dis à la fin aussi, c'est de durer, en fait. Ouais. C'est de durer. Ce que Mara Goyer, dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, on l'avait accueilli, Mara Goyer, elle a publié un beau livre à la rentrée dernière qui était beaucoup autour de cette question-là, bien sûr. Comment on dure. Comment on dure, et c'est central aujourd'hui dans les débats actuels, mais comment on reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bientôt 43 ans. Bientôt 47 ans, on ne sait jamais. Vous restez avec nous, on va pousser la porte de la librairie. Emma, merci beaucoup. Merci. Célie Luton. Célie Luton. Oui. Présente. Libraire dans la vraie vie, chroniqueuse dans la vraie vie aussi, mais c'est la vie à la télé, est-ce vraiment la vraie vie, pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados, avec des classiques revisités aujourd'hui. Exactement. 3 grands classiques, et on commence, ça fait un lien avec l'histoire et avec les programmes. C'est en quoi la Première Guerre mondiale? Troisième. Troisième, quatrième semaine, 5e heure. Cheval de guerre, un grand classique de Michael Morpurgo. Normalement, c'est un livre assez épais d'ailleurs. Oui, mais et là, une très belle adaptation. Oui, Voilà. une belle adaptation, parce que le Chez roman Gallimard date de Jeunesse. 1982. En 2011, vous aviez le film de Spielberg, The Cheval de guerre, et ça y est, avril 2023, enfin une adaptation pour les plus jeunes, à partir de 7 ans, que j'encourage à lire tout seul. Une histoire d'amitié entre Albert, un jeune garçon, et Joey, son cheval. Ils vont être séparés. Joey est envoyé sur le front, et Albert va traverser la Manche pour rejoindre son ami, et juste l'espoir de se retrouver va leur donner la force justement d'affronter tout ce qu'ils vont voir, parce que Joey sur le front, il s'en fiche de voir des Allemands, des Anglais ou des Français qui s'affrontent. Lui, il voit des gens qui vont être gentils et des gens qui vont être méchants avec lui. Voilà. Et on ne va pas raconter la fin parce que peut-être que certains ne l'ont pas encore lu. Non. Et voilà, il y a quand même ce moment où Joey file oui, entre les lignes, ennemies, voilà. et qu'il va traverser les barbelés. Et à un moment, il va s'arrêter au milieu. C'est ça. Pendant la guerre des tranchées. Cheval de guerre, illustré par Tom Clohosy-Cole. Et c'est chez Gallimard Jeunesse. Tom Clohosy-Cole, oui. Comment Tom Clohosy-Cole, je me suis entraînée. Génial. Oui. On s'était dit que Clohosy-Cole, ça allait pas être super évident à prononcer. C'était mon appréhension. Gone with the Wind. Oui. Alors, de Pierre Alary, façon de parler, illustré par Pierre Alary, exactement. parce que sinon c'est le roman. Alors on reprend évidemment le grand classique de Margaret Mitchell. C'est un tome 1, il y aura 2 tomes, parce que quand même pour un roman pareil, il fallait bien 2 ouvrages. C'est de la BD. Exactement, pour les grands ados, mais pour un enfant qui est en fin de collège, qui a envie de découvrir ce classique, c'est quand même plus sympathique, plus abordable, et on garde quand même l'essence du roman. Bah, oui. Et j'essaie de montrer juste un exemple, c'est de la BD vraiment en gros plan. C'est-à-dire que moi j'avais, quand vous me dites autant n'emporte le vent, je vois les grands paysages, le sud, alors, etc. il y a certaines... Et là c'est beaucoup les regards, c'est vraiment un roman, comme si on voyait le roman, quoi. Oui. Avec tout le côté, la description, des émotions. Ouais, c'est ça. Oui, alors il y a quand même certaines planches, notamment une qui m'a bien marquée, c'est quand Scarlett quitte Tara en feu, et c'est juste bouleversant. On revoit cette héroïne, on sait, tout le monde sait, même quelqu'un qui n'a ni vu les films ni lu le livre, c'est qu'elle est égoïste, immature au départ, qu'elle veut à tout prix, qu'elle rêve d'amour avec Ashley, mais que Red Butler va arriver. Mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, voilà, c'est celle-ci. Le truc, mais oui, c'est là, je l'ai retrouvé tout de suite. Magnifique. Elle est là. C'est ça. Et donc notre Scarlett, elle va être différente. Là, on est vraiment dans une adaptation contemporaine qui ne trahit pas et qui va au bout justement d'un grand classique. Et on termine avec La Compagnie des Griffes de Clémentine Mello et Rudy Spissert. Et là, on se marre. Ça vient de sortir à l'école des loisirs. Et voilà. Moi aussi, je fais des chouchous. blagues. Ben voilà, c'est ça, parce que vous le saurez, ce n'est pas une adaptation des 3 Mousquetaires. Mais bon, c'est pas grave. J'assume ce choix. Une variation. Exactement. Une interprétation. C'est tout ce qu'il y a de bon dans la littérature jeunesse, c'est l'histoire de Gervaise. Et elle, c'est un personnage fort et positif. Ce n'est pas comme la Gervaise que vous connaissez dans Zola. Même si au départ, nous sommes à La Rochelle et la vie de Gervaise est un petit peu fade. Semblable à un plat de brocoli sans sel et tout moisi. Moisi surtout. Oui. Ma vie n'est qu'une assiette de brocoli, point moisi, trop cuit et sans sel en plus. Ça fait pas très envie, j'avoue. Mais une nuit, elle croise 3 personnages que tout le monde connaît. Ce sont les brigands de la Compagnie des Griffes qui donnent aux pauvres tout ce qu'ils volent aux riches. Et elle va les protéger, leur donner un refuge. Et ils ont un pour tous, tous pour un, bien à eux. Chassons, chat avec chance et panache.
Je suis fan. Mais c'est beau, c'est drôle, c'est bien écrit. Chasse son chat avec chance et panache. Ah mais je suis dingue de ce duo et surtout c'est très bien écrit. Le passé simple et l'imparfait, ce ne sont pas des gros mots. C'est facile, c'est agréable. Non, ça s'y super bien et avec des modalités de récit très sympas puisque ça alterne le récit, la bande dessinée et c'est formidablement drôle. Merci beaucoup Céline. Avec plaisir. Pour ces classiques ou moins classiques adaptés ou interprétés. C'est mon classique. Et dans 5 ans on en reparlera, dans 50 ans toujours pareil. Génial. Pareil. Merci beaucoup. Un autre, ça peut devenir un classique, les salles des profs. De la bibliothèque de School TV et de votre bibliothèque à vous, si vous vous intéressez aux questions d'éducation ou si vous avez des enfants à l'école ou tout simplement si ça vous intéresse ce qui se passe à l'école, lisez-le, Prof, c'est aux éditions Goutte d'Or. Merci beaucoup, Merci Anna Benjamin, de nous avoir rendu visite. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de La Quotidienne, à Colline Hamel pour le maquillage, à Marine Plantec, assistée par Emma Frari pour la préparation de l'émission. Et elles sont aussi en régie avec Angélie Mazia et Alice Pitavi pour la réalisation. Angélie, c'est pour le son, vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.